Lettre de Christophe Rabu à Pierre Béziers, Toulouse, le 20 septembre 1999. Cher monsieur, peut-être vous rappelez-vous de moi. Nous nous sommes rencontrés au congrès Courbe et Surface, à Chamonix, en 1990. Ce n'est cependant pas à propos de ce congrès que je vous écris, mais pour vous demander des précisions, qui pour moi ont leur importance, concernant l'histoire des courbes qui portent votre nom. Tout d'abord, j'aimerais bien savoir en quelle année vous avez eu l'idée d'utiliser les polynômes de Bernstein pour tracer des courbes paramétriques. Quelle est la référence de la première publication concernant les courbes de Béziers, ainsi que l'année et, si possible, la référence de l'article dans lequel on leur a donné pour la première fois le nom de polynôme de Béziers. Enfin, quelle est l'année et, si possible, la référence de l'article où l'on a utilisé pour la première fois le nom de point de Béziers pour les points de contrôle de ces courbes. Au niveau de la genèse de cette méthode de génération de courbes, j'aimerais bien savoir si vous avez directement utilisé ces polynômes pour tracer des courbes paramétriques, en quelque sorte de façon géométrique et non de façon analytique, ou si, au contraire, vous avez d'abord utilisé cette base de polynômes pour calculer et tracer des polynômes. J'aimerais bien aussi savoir ce qui vous a motivé pour définir ces courbes. Je sais qu'il s'agit de la conception de forme de voiture, et je ne sais pourquoi, je crois qu'il s'agissait en fait des ailes de voiture. Mais y avait-il une partie particulière de la voiture qui était visée dans vos recherches ? Votre problème était, me semble-t-il, en fait un problème de conception de surface et non de conception de courbe. Avez-vous d'abord travaillé sur les courbes, comme le laisse penser le nom de courbe de Béziers, ou avez-vous directement travaillé sur la conception de surface? Et dans ce cas, avec quels outils exactement? Carreaux de Béziers ou autres outils? J'aimerais savoir, enfin, quels ont été les éléments qui vous ont guidé vers cette solution. Pardonnez toutes ces questions, précises et souvent difficiles à répondre, je pense, mais j'aimerais mieux connaître et comprendre les origines de cette méthode. Et il me semble que vous êtes la personne la mieux placée pour m'apporter des éléments de réponse. Merci donc pour l'attention que vous porterez à cette lettre et pour votre réponse, que j'espère aussi détaillée que possible, bien qu'il s'agisse de préoccupations sans doute éloignées des vôtres actuellement. Christophe Rabu. Lettre de Pierre Béziers à Christophe Rabu, Paris, le 5 novembre 1999. Mon cher collègue, votre lettre du 20 septembre m'est parvenue peu de jours avant que je sois admis pour un mois à l'hôpital pour n'en sortir que récemment. Cependant, j'avais eu le temps de rédiger une réponse que vous trouverez sous ce pli, après mise au point. De mon mieux, j'ai essayé de décrire la démarche d'une pensée qui m'a guidé, mécanicien chasseur de centièmes de millimètre, dans le monde de l'imprécision et de la subjectivité. Sans doute la bibliothèque de l'INSA doit-elle contenir un exemplaire du livre publié par Hermès en 1986, sous le titre Courbe et Surface. Il a 13 ans et quelques rides. La thèse que j'ai soutenue en 1977, j'avais alors 67 ans, est déposée au CNRS, mais elle date. Si vous avez besoin d'autres renseignements, je m'efforcerai de répondre à vos questions. On pourrait résumer mon apport par cette idée un peu bizarre. Au lieu de déformer une courbe, ou une famille de courbes, il vaut mieux faire subir une distorsion générale à l'espace dans lequel on les a incluses. La ligne droite n'est pas, etc. Bien cordialement, Pierre Béziers. Lettre de Pierre Béziers à Christophe Rabu, Paris, le 4 novembre 1999. Monsieur et chers collègues, le souvenir du congrès de Chamonix évoque pour moi une occasion qui m'a été donnée d'apprendre beaucoup de choses tout en faisant des rencontres aussi agréables qu'intéressantes. Les questions que vous m'avez posées sont nombreuses, et je vais essayer de ne pas me perdre dans des méandres superflus. Madame de Sévigné, qui n'était guère mathématicienne, écrivait un jour à sa fille « Pardonnez-moi, ma toute bonne, mais aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de faire court ». C'est une phrase que l'on devrait graver sur certains frontons, auprès de celle que l'on emprunte à Platon. D'abord, je dois préciser que j'ai été formé aux arts et métiers, promotion 1927, en vue de devenir ingénieur mécanicien, c'était une vocation héréditaire, que j'ai ensuite passé 1 an à Supélec, promotion 1931, et que mon comportement en est resté imprégné. Cela peut expliquer, dans une certaine mesure, ma façon de raisonner et de réagir. En 1933, la crise de 1929 n'était pas terminée. Après mon service militaire, j'ai été embauché par Renault comme ajusteur-outilleur. Je suis ensuite passé au bureau d'études des outillages, qui faisait partie du service des méthodes. Ce service avait à choisir, à concevoir et à mettre en œuvre les moyens de production des pièces mécaniques. Toutes les surfaces qui nécessitaient une certaine précision étaient des plans, des cylindres ou des cônes, c'est-à-dire qu'il suffisait de droiter 2 cercles pour les définir. Seule exception, les flancs des dents des pignons, mais ils étaient taillés par des machines spécialisées qui les engendraient grâce à des combinaisons cinématiques appropriées. Les limites étaient exprimées en millièmes de millimètre,
car les tolérances étaient de l'ordre du centième, et parfois moins. Les contestations avec les contrôleurs portaient en général sur 1 ou 2 millièmes, et dans l'argot de l'atelier, l'appareil de mesure, palmaire ou comparateur, était appelé juge de paix. Pas besoin de commentaires. Au contraire, pour la carrosserie, tout baignait dans un flou artistique. Le styliste était l'arbitre. Son jugement ne pouvait être que subjectif et variait parfois avec le temps. On ne demandait à personne d'avoir des connaissances mathématiques, exception faite des dessinateurs, qui étaient de vrais acrobates de la descriptive. Leurs instruments étaient des gabarits, des pistolets, des lattes flexibles, des compas à pointe sèche et des réglés gradués. Les plans étaient médiocrement précis, et l'on citait le cas d'une voiture, pas plus laide qu'une autre d'ailleurs, dont les deux flancs différaient entre eux de plusieurs millimètres. Pour l'esthétique et l'aérodynamisme, c'était sans importance, mais en cours de fabrication, il n'en allait pas de même. Entre des pièces qui auraient dû s'assembler bord à bord, il restait parfois des vides de plusieurs millimètres qu'il fallait combler avec de la soudure à l'étain, et cela coûtait cher. Les définitions se transmettaient d'un service à l'autre sous forme de dessins dont la précision, médiocre dès l'origine, se dégradait à chaque étape, car tout intervenant se sentait libre de procéder à des modifications supposées imperceptibles afin d'améliorer l'aspect extérieur, ou de faciliter l'emboutissage, la soudure ou l'assemblage des éléments constitutifs. Les choses allaient ainsi depuis que nos aïeux avaient construit des chars à bœufs pour les mérovingiens directs. Il en résultait des délais et des coûts, mais on était bien obligé de s'en contenter, car si l'on avait voulu essayer d'employer la géométrie analytique, la quantité de calculs à exécuter aurait été absolument prohibitive. Schématiquement, lorsqu'on étudiait un nouveau véhicule, le procédé classique était d'abord de charger un styliste de tracer plusieurs croquis entre lesquels on faisait un choix, puis de modeler des maquettes en cire à l'échelle 1/8 au 1/10. Ensuite, en plusieurs étapes, on en tirait un plâtre en grandeur nature qui était soumis au jugement d'un aréopage constitué par la grande direction, le style, le service commercial et différents conseillers supposés qualifiés. Quand, au bout de plusieurs mois et après maintes retouches et modifications, un accord était atteint, le bureau de dessin étudiait chacune des pièces intérieures de la caisse. Il fallait, pendant ce temps, tenir compte des impératifs de la fabrication. Emboutissage, soudure, peinture, sellerie, fixation des organes mécaniques, assemblage général, entretien et réparation. On construisait plus tard un maître modèle dans un matériau assez stable, acajou ou résine organique, qui servait de référence pendant toute la production du véhicule. Mais sa précision n'était pas parfaite, et même, avec le temps, pouvait parfois subir une distorsion, ce qui est fâcheux pour un étalon. Il y avait dans cet état de choses quelque chose de choquant pour un mécanicien habitué à une rigueur sans concession. Il me semblait qu'il faudrait parvenir à utiliser une définition indiscutable, exempte de distorsion et facile à communiquer, établie par le styliste lui-même et transmise ensuite sous forme numérique à tous les groupes, y compris les sous-traitants et les fournisseurs, intervenant dans les processus, depuis le styliste jusqu'au contrôleur opérant à la sortie de la chaîne de fabrication, et même aux ateliers d'entretien du réseau des agents et des concessionnaires. L'ordinateur, apparu dans l'industrie vers 1950, travaillait naturellement en priorité pour les services administratifs. Quand il lui restait du temps, et c'était rare, il exécutait en mode différé quelques travaux à la demande des services scientifiques ou techniques. Sa rapidité de calcul nous semblait fabuleuse. En 1955 sont apparues aux États-Unis les premières machines-outils à commande numérique. Au début, c'était pour effectuer de point en point des perçages, des taraudages et des alaisages. Plus tard, on est passé au fraisage suivant des droites, puis des arcs de cercle. Cela suffisait aux mécaniciens, et l'on pouvait même placer bout à bout des arcs de cercle ou, grâce à Chaikin, de paraboles pour imiter d'autres courbes. Bref, il n'était plus insensé de songer à s'attaquer au problème du tracé des carrosseries. Le tracé de courbe était la première étape à franchir, car ce sont les courbes dites de construction qui servent de guide pour représenter les surfaces. Les gens de métier les nomment lignes de ceinture, lignes de quart, lignes de bas de jupe, etc. Ce sont des courbes gauches et il faut plusieurs projections pour les définir, en assurant leur compatibilité. Il n'aurait pas été bon de les constituer en mettant bout à bout beaucoup de petits arcs de cercle ou de paraboles, parce que toute modification n'aurait pu être que locale, alors qu'il fallait, au contraire, conserver l'allure générale de la courbe à corriger, et que l'altération soit répartie progressivement sur toute sa longueur. Il était impératif de réduire au minimum le nombre des arcs à juxtaposer. On a donc inscrit dans un cube une courbe dite de base, de forme bien adaptée, et l'on a pensé à déformer celui-ci pour en faire un parallélépipède. Autrement dit, on lui a fait subir une transformation linéaire. Pour définir celui-ci, au lieu de donner une origine commune aux trois vecteurs unités du parallélépipède, on les a mis bout à bout. La forme du polygone ainsi constitué évoque vaguement celle que prendra la courbe de base après avoir subi la même transformation. À première vue,
Il semble moins logique de déformer tout un référentiel plutôt qu'une seule ligne. Mais il faut considérer que l'on a besoin, dans la suite des travaux, de modifier l'ensemble d'un tracé composé de plusieurs arcs de courbes, et qu'alors il sera plus simple de le faire d'un seul coup en agissant sur leur espace commun plutôt que sur chacun séparément. Plus tard, on a pensé aussi qu'au lieu d'effectuer seulement une transformation linéaire, on pourrait imposer au cube une distorsion générale, au prix d'un accroissement de la quantité des calculs qu'entraînerait l'usage simultané de 3 paramètres. J'avais choisi comme courbe de base, c'était une idée de mécanicien, l'intersection de 2 quarts de cylindre circulaires. L'ordinateur aurait développé les fonctions harmoniques pour calculer les points courants. Mais les opérations se sont compliquées dès que l'on a voulu utiliser des référentiels ayant plus de 3 dimensions. L'emploi des fonctions algébriques s'est alors naturellement imposé. En son origine, la courbe de la première figure est tangente à OX et osculatrice au plan XOY. En le point dont les 3 coordonnées sont égales à 1, sa tangente est parallèle à OZ et son plan osculateur à YOZ. Si l'on imagine qu'un point la parcourt à vitesse constante, l'on conclut que les vitesses de ses projections sur les 3 arêtes A1, A2 et A3 du parallélépipède sont représentées par les diagrammes de la deuxième figure. La solution la plus simple étant constituée par 3 fonctions cubiques, F1, F2 et F3, et la représentation du point courant à la forme que voici. Le livre de Hermès, Courbes et surfaces, contient quelques détails sur les calculs correspondants, d'ailleurs bien élémentaires, ainsi que la forme générale des fonctions f pour toute valeur de i, ce qui s'est vite montré nécessaire. Un exemplaire de la thèse soutenue en 1977 a été remis aux archives du CNRS. Peut-être même y en a-t-il un dans la bibliothèque de votre INSA. Il ne m'avait pas semblé nécessaire de donner un nom aux fonctions f, car j'étais persuadé qu'elles avaient déjà un état civil. Or j'avais dû, pour des raisons diplomatiques plutôt que scientifiques, adresser quelques notes explicatives à différents personnages de rang élevé de la régie, afin de les tenir par déférence au courant de mes activités, si peu qu'ils y aient pris intérêt. Les choses prenaient un certain développement, mais les fonctions n'ayant pas à ma connaissance de patronyme officiel, j'ai cru judicieux de leur trouver au moins un parrain, ce qui leur conférerait une certaine respectabilité. J'ai donc attribué leur invention à un professeur virtuel à qui j'ai donné pour nom Durand et pour prénom Onésime, afin d'éviter une homonymie susceptible d'engendrer une action contentieuse. L'honorable professeur Durand a donc été connu dès 1965 chez Renault. Ses fonctions ont été citées au Conservatoire national des arts et métiers et dans des congrès aux États-Unis ou en Europe. Vers 1970, sur proposition de M. Stoubrier, de l'Association pour le développement de la production automatisée, le nom d'Unisurf a été adopté pour le procédé. Pas une seconde je n'aurais imaginé que mon patronyme figurerait un jour dans des textes sérieux. Pas plus que je ne songe aujourd'hui à le voir un jour gravé sur le socle d'une statue, pour le moins équestre, érigée sur la place de mon village. Les Américains m'ont fait le grand honneur, depuis les années 1975, d'employer mon nom dans leur communication, mais je ne saurais fournir une date plus précise. Comme, en France, cela ne se décerne guère qu'à titre posthume, beaucoup de gens ont des raisons de penser que je suis définitivement décédé. Un peu de patience. Comment est-on passé des fonctions f à celles de Bernstein ? Tout simplement, mon camarade Rio m'a fait observer que les sommets du polygone, selon qu'ils étaient l'origine ou l'extrémité d'un de ses côtés, intervenaient 2 fois dans le calcul du point courant. Les différences entre 2 fonctions f successives sont les fonctions de Bernstein, dont les propriétés sont bien plus utiles que celles des fonctions f. Par exemple, la forme d'une courbe est invariante par rapport au changement d'origine, c'est-à-dire aux translations et aux rotations. À titre anecdotique, je vous signale que Bernstein était un ancien élève de Supélec, où il m'a précédé exactement de 30 ans, et qu'il a inventé ces fonctions pour établir des courbes d'espérance de vie pour une compagnie d'assurance. Tout ce que je vous ai écrit jusqu'ici concerne le tracé des courbes, mais mon intention était, dès l'origine, d'aller bien au-delà, et d'essayer de faire avancer un peu l'ensemble du problème de la conception et de la fabrication de la carrosserie sans laisser subsister la moindre part d'une méthode périmée. Ensuite, passer des courbes aux surfaces n'a été qu'un exercice d'algèbre élémentaire. Il n'était pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour penser que les pièces mécaniques seraient justiciables de la même méthode, tout comme les coques de bateaux et les voilures d'avion. Mais c'étaient alors là des idées si hétérodoxes qu'il valait mieux ne pas les révéler. J'avais déjà, en d'autres occasions, épouvanté de hauts dirigeants par des initiatives aux principes desquels ils ne pouvaient guère rien comprendre, et dont la réussite n'avait pas calmé la frousse rétrospective ni absous mon non-conformisme. Je suis resté à jamais à leurs yeux l'affreux Jojo Hanard ou le mouton noir, entouré de quelques énergumènes de son espèce. D'autres entreprises ont pensé, de façon plus raisonnable ou plus réaliste, c'est un peu la même chose, que ce serait déjà un grand progrès que de mesurer les coordonnées tridimensionnelles d'une grosse quantité de points situés sur une maquette, puis de définir ensuite une surface qui les contiendrait. Cela rappelle les courbes de régression, les réseaux de Delaunay, la méthode de Bose, etc. Naïvement, j'ai cru au contraire qu'en mettant un moteur sur un char à banc, cela ne ferait jamais une automobile.
mais qu'il fallait essuyer le tableau et repartir de zéro. Pardonnez-moi si j'emploie sans modestie la première personne du singulier, mais je crois que si j'ai apporté quelque chose de valable dans le développement de la conception et fabrication assistée par ordinateur, c'est d'abord ce simple point de vue, dont l'hétérodoxie a convaincu à l'époque tous les gens dits sérieux et prudents jusqu'à la couardise, que j'avais complètement déraillé de la voie tracée par leurs prédécesseurs. Je passe sur certains jugements qui auraient mérité son attribution si M. Nobel avait prévu de créer, parmi les autres, un prix de la stupidité. Dès 1965, les travaux théoriques étaient assez avancés, et j'étais certain que la solution était valable, mais, pour convaincre les tenants de la tradition, il aurait été indispensable de disposer d'une machine à dessiner de 8 mètres x 2 mètres, d'une machine à fraiser de faible puissance, 500 watts, pour tailler des blocs de mousse de polystyrène, avec des courses de 1,5 m x 1,2 m x 80 cm, et des avances de 2 mètres par minute, ce qui semblait irréalisable à l'époque. De plus, pour travailler en mode conversationnel, il serait indispensable de disposer en permanence d'un ordinateur de puissance modeste, ce qui était contraire, en 1960, à la pratique admise. Il faudrait, enfin, bâtir un logiciel rudimentaire. Le budget correspondant était évalué à 3 millions de francs, et la haute direction montra les bornes de sa confiance en limitant son montant à 600 000 francs. À charge pour moi d'aller ailleurs tendre la sébile. Par chance, le projet inspira confiance à la délégation générale à la recherche scientifique et technique, qui m'accorda 1,5 million de francs. Le reste fut prêté par un constructeur d'ordinateurs qui prêta 900 000 francs, car l'idée de multiplier les ordinateurs de petite dimension lui parut bonne à encourager. Les problèmes devenant plus complexes, nous sommes passés à des référentiels non linéaires qui permettent de tracer une courbe de paramètres W sur une surface définie par deux paramètres U et V. C'est-à-dire, par exemple, de tracer une échancrure de passage de roue dans une aile déjà déterminée, ou de modifier la totalité d'une caisse sans avoir à corriger séparément les surfaces élémentaires qui la composent. Vous voyez, cher monsieur, que tout cela est simple et se ramène à quelques notions banales, sans aller au-delà d'un peu de calcul vectoriel et matriciel. Pourquoi, en 1960, des chercheurs de l'industrie aéronautique ne l'ont-ils pas trouvé du premier coup ? Je crois qu'ils ont été intoxiqués par l'idée de reproduire un modèle plutôt que de commencer en créant directement une forme et en l'affinant peu à peu. Je suppose que le problème posé par Citroën à Jean de la Boissière, de Supélec, et à Paul de Castelgio, de Normal Sup, tous deux ingénieurs et mathématiciens, était aussi de traduire numériquement une maquette faite à la main. Si l'on veut considérer tout cela d'une façon plus générale, on peut dire que vers 1960, beaucoup de mécaniciens étaient encore peu renseignés sur tout ce que l'électricité pouvait leur apporter comme moyen de mesure, de calcul, de cerveau-commande, de distribution de force et de puissance. Quand j'ai fait mes premières armes dans l'industrie mécanique, c'était peu après 1930, son emploi dans les machines-outils se limitait à celui des moteurs asynchrones, des relais magnétiques et des interrupteurs de fin de course pour portes d'ascenseur. C'est vers 1935 que l'on m'a laissé, et avec réticence, utiliser l'automatisme séquentiel pour remplacer embrayage, crabotage, encliquetage et vérin hydraulique. Le cahier des charges que je m'étais proposé en 1960 avait pour avantage d'être fondé sur une expérience que j'avais acquise en exerçant la plupart des métiers qui jouent un rôle dans la carrosserie. Usinage, fonderie, électricité, électronique, tracé, soudure, dessin, ajustage, contrôle. J'avais aussi conservé et développé quelques connaissances en mathématiques au-delà de ce que l'on enseignait aux élèves des arts et métiers en 1930. La curiosité n'est pas toujours un péché capital. Quand on veut dessiner une machine-outil, ce qui fut mon métier de base, on se forme d'abord une image de ce qu'elle devrait être. Ensuite, la définition finale s'élabore par permutation entre tracé, calcul et essai. Depuis 25 ans, les mécaniciens et les électriciens collaborent dès le début de la période de conception. Plus tard, les philosophes, les psychologues et les organisateurs professionnels ont trouvé un nom pour cette pratique. C'est l'ingénierie simultanée. La théorie des espaces paramétriques est maintenant largement connue et enseignée, voire l'une des épreuves de mathématiques du concours des grandes écoles en 1999. La littérature est abondante. Les idées de base que j'ai essayé d'exprimer sont peut-être moins répandues, mais je crois qu'elles résisteront bien à l'érosion du temps. Cela m'intéresserait de savoir comment mes réponses ont répondu à votre demande, car dans l'exercice de mon métier, qu'il ait été civil ou militaire, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance au rôle de la pédagogie. Ne dit-on pas que notre époque est celle de la communication ? Bien cordialement, Pierre Bézier.